J'ai été en dépression pendant 2 ans. Puis pendant ces 2 ans-là, mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a une grande joie de vivre, qui est toujours de bonne humeur. Quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs puis des anxiolytiques, je me suis complètement transformée. Je suis devenue un zombie ambulant. J'avais aucune émotion. J'avais l'impression que j'étais pas moi-même. Puis, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas ça la vie, là. Moi, je suis où, là, présentement, là? Où est-ce qu'est la Brigitte joyeuse d'avant? Puis, tu sais, moi, j'aime étudier par moi-même, puis j'ai commencé à lire sur les antidépresseurs, puis j'ai vu que, tu sais, ça changeait complètement mon comportement. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais me sevrer moi-même des médicaments et que j'allais creuser mes bébites. T'avais pas envie d'être vue? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un petit peu le amour-haine avec les réseaux sociaux parce que je sais que c'est l'avenir, puis c'est comme ça un peu qu'on fait notre publicité. Puis avec le travail que je fais maintenant, mais c'est comme ça qu'on rencontre des gens avec les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on gagne la confiance des gens. Puis moi, j'aimais pas ça, le fait de devoir me faire voir pour être connue. Ouais, fait que... Avec les conversations qu'on a eues, en fait, et le commentaire que tu viens de donner, j'ai l'impression que... Est-ce que tu es une personne introvertie? Oui, je suis une personne un peu plus introvertie. Je suis pas quelqu'un de timide, mais je suis quelqu'un qui est très discrète dans sa vie. Puis, je cherche pas l'attention des gens. Moi, j'aime ça, dans le fond, les connexions dans ma âme, mais j'aime plus du one-on-one qu'être en gang. Ouais. J'aime ça parce que ça permet d'avoir des conversations un peu plus profondes avec la personne que quand tu es en groupe, en fait, les conversations one-on-one. Oui. Je trouve qu'on peut donner l'attention à la personne puis vraiment apprendre à connaître quelqu'un quand on y va un à un. Ouais. C'est quand la dernière conversation one-on-one que tu as ressenti que tu es vraiment allé en profondeur? Bien, en fait, avec tout le monde que j'ai, là, présentement, aujourd'hui, j'ai donné des soins à des gens. Puis, c'est pour ça que je suis vraiment dans mon élément parce que j'ai l'impression que je fais une différence dans la vie des gens. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai des conversations vraiment cœur à cœur avec ces gens-là. Ouais. C'est quoi le secret d'une conversation cœur à cœur? C'est quoi qui fait qu'une conversation est juste banale et une autre, c'est une conversation cœur à cœur? Quand on est capable d'être authentique, puis la vulnérabilité. Ça, pour moi, quand quelqu'un est vulnérable, c'est que tu me fais assez confiance pour me raconter ta vie. Quand c'est des conversations superficielles, moi, ça m'atteint pas vraiment. T'sais, si on parle de la pluie puis du beau temps, pour moi, c'est pas une conversation cœur à cœur. T'as raison, c'est un peu comment les Anglais le disent, c'est du small talk. Exactement. Le small talk n'arrive pas à toucher le cœur, en fait. Exactement. Donc, pour pouvoir toucher le cœur, il faut vraiment sortir des préjugés, sortir des questions banales, sortir de la routine pour dire ce qu'on pense vraiment. Parce que parfois, on dirait, j'ai l'impression qu'on s'empêche de dire ce qu'on a vraiment envie de dire par peur pas de représailles, mais de jugement de l'autre. Il va dire, pourquoi tu m'as demandé ça? C'est comme si on a peur de dire ce qu'on pense. Est-ce que parfois tu te sens comme ça? Puis maintenant, ça a déjà été mon cas de pas dire ce que je pensais par peur de déplaire. Mais j'ai compris que quand je déplais pas les autres, je me déplais à moi. Wow. Oui, vraiment. Wow. Quand tu déplais pas aux autres, tu te déplais à toi-même. Oui, oui. Puis tu sais, quand que tu te déplais toujours, à un moment donné, tu deviens que tu perds confiance en toi-même parce que tu n'as plus d'identité. L'identité, tu as pris l'identité de quelqu'un d'autre. Tu as pris l'identité de ce que l'autre veut que tu sois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. Oui. Dans mon ancienne relation avec le père de mes enfants, j'étais beaucoup dans le fait de vouloir lui plaire à lui. Puis moi, je me plaisais pas du tout. Puis c'est ça. J'ai compris un jour que l'important dans la vie, c'est de se plaire à soi-même. Oui. Quand tu dis tu voulais plaire à lui
et tu te plaisais plus toi-même. Est-ce que c'était un choix conscient ou tu le faisais inconsciemment et tu te rendais pas compte que tu prenais des décisions qui allaient à l'encontre même de ta propre personne? J'étais pas consciente parce que j'avais besoin de son amour à lui. Tu sais, c'était une façon d'aller chercher de l'amour. Puis je pense que quand on recherche l'amour à l'extérieur, c'est qu'on n'est pas capable de se la donner à nous-mêmes. Puis j'avais beaucoup de difficulté à m'aimer moi-même. Fait que j'allais chercher de lui. Tu sais, une façon d'être validée. Puis j'ai compris que en recherchant tout le temps à l'extérieur, c'est comme tu combles jamais ce vide-là avec toi-même. C'est comment avoir le cœur plein maintenant, c'est-à-dire avoir l'amour que tu cherchais à combler par l'extérieur, à l'intérieur de toi maintenant. Ça fait quoi avoir cet amour-là à l'intérieur de toi maintenant? Ben, c'est d'être fier de la personne que tu es. Quand tu prends des engagements avec toi-même, c'est de respecter les engagements. Tu sais, souvent, je me suis abandonnée. J'abandonnais pas les autres, mais je m'abandonnais moi-même. Puis aujourd'hui, je fais de moi ma priorité, dans le sens que oui, mes enfants sont importants, ma famille, les gens autour de moi sont importants, mais ce que j'ai compris, c'est que la priorité devrait passer par moi. Puis, tu sais, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son physique, prendre soin de son cœur, prendre soin de son mental, d'être dans l'équilibre. J'adore ça, pour vrai. Franchement, c'est à cause de ça vraiment que vous devez comprendre que je fais vraiment un grand effort pour apporter des gens de différentes perspectives, différents âges et différentes origines à ce podcast-là, parce que si j'apporte toujours le même type de personnes, on ne peut pas avoir des conversations et des insights aussi intéressants qu'elle vient de dire, franchement. C'est à cause de ça que j'aime vraiment diversifier. Ce que tu viens de dire là, ça peut vraiment aider à beaucoup de personnes qui commencent la vie comme moi, qui sont dans le début vingtaine, à savoir un peu s'orienter d'une bonne manière pour prendre les bonnes décisions, en fait. Et ce type de sagesse-là, on l'acquiert seulement avec l'expérience du temps. Brigitte, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos invités? À l'auditoire, s'il te plaît. OK. Je donne mon nom de famille aussi? Ben, c'est comme tu veux. Tu peux aller être autant transparente que tu as envie. OK. Ben moi, c'est Brigitte Delaroche. J'ai 47 ans, bientôt 48. Wow. Je suis la maman de 2 enfants. Je suis célibataire. Célibataire depuis 1 an. J'ai été en couple 14 ans avec le père de mes enfants. Puis, je suis célibataire depuis 1 an. J'ai été en couple 12 ans. Wow. Puis, comment je pourrais me décrire? Je suis quelqu'un qui est passionné par l'être humain. J'ai un grand, grand cœur. J'aime beaucoup aider les autres. J'aime comprendre. J'aime analyser. Je suis quelqu'un qui adore apprendre. Ça se voit, en fait, même tu es quelqu'un qui aime avoir les connexions humaines. Et j'ai ressenti aussi, même, tu es une des premières invitées, même quand je suis en train d'inviter par FaceTime, quand on a la conversation, qui m'a parlé même de parler à cœur ouvert avant même que je dise. Donc, je sens vraiment que tu es quelqu'un qui aime la connexion humaine. Oui. Pourquoi t'aimes connecter avec les êtres humains? Bien, j'ai compris que la vulnérabilité, parce que moi, j'ai été un moment où est-ce que la vulnérabilité n'existait pas. J'avais toujours besoin de prouver que j'étais forte. Mais j'ai compris qu'être vulnérable, c'était une force. Wow. Quand on est capable d'être authentique avec quelqu'un, puis de mettre ses tripes sur table, puis de dire « c'est comme ça je me sens ». Mais sans être dans le mélodramatique, juste de dire « je me sens comme ça ». Puis comment je le vis, cette chose-là, mais c'est comme ça, par mes émotions. Wow. Puis j'ai trouvé que les gens sont plus à l'écoute quand on est cœur à cœur. Les gens sont plus à l'écoute. Tu sais, c'est sûr que si on a une conversation ensemble puis on a une confrontation, tu n'auras pas envie de m'écouter. Mais si je mets mon cœur sur table puis je suis vraiment vulnérable, est-ce que tu vas avoir envie de m'écouter? Oui. À 100%. Ouais. En fait, j'ai l'impression que le fait de dire ce que tu penses et le fait de parler avec ton cœur, c'est comme si les gens voyaient quelqu'un de courageux faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Est-ce que parfois tu as cette impression-là? De pas... Le fait de parler avec son cœur, parfois. On dirait que parfois on est dans une société où les gens veulent trop se protéger. Le m'as-tu vu ou
cacher leurs émotions et quelqu'un qui est capable de parler avec son cœur et établir des bonnes relations avec les gens, on dirait que on a l'impression que c'est quasiment quelqu'un de courageux, ou est-ce que c'est pas une bonne analyse? Ben, je pense pas que c'est une question de courage. Je pense que c'est une question d'ego. Tu sais, on est dans la peur de comment la personne va recevoir ce qu'on a à dire. Je pense que c'est plus dans la peur de comment on va être perçu. Wow. Oui. Comment on va être perçu par l'autre. Brigitte, est-ce que tu as des frères et sœurs? Je t'ai même pas demandé ça. Oui, j'ai des frères. Ben, oui, j'ai des frères et sœurs, mais je vais être très honnête avec toi. J'avais 2 frères et une sœur, puis j'ai perdu une sœur et un frère, puis il me reste un frère. Oh my God. Ouais. Oh my God, mes condoléances pour ça. Merci. Et moi, je suis jeune et tout, et j'espère que ça va m'arriver vraiment trop tard ou que ça va pas m'arriver, mais ça fait quoi perdre des membres de famille aussi proches? Ça fait quoi perdre une sœur? Ça fait quoi perdre un frère? Je vais être honnête, dans tout ça, le deuil, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Moi, j'ai perdu mon père d'un cancer, mon frère d'un cancer, à 2 ans d'intervalle. Puis quand que tu perds des personnes aussi proches de toi, tu te rends compte que les petites choses de la vie, c'est des banalités. Fait que tu te casses moins la tête avec des choses banales de la vie quand tu perds des êtres chers. Puis ça fait en sorte que les souffrances sont moins grandes après. Parce que tu as vécu le pire que tu peux vivre, tu sais, de perdre un être cher. Dans le fond, ça te permet de réaliser c'est quoi qui est important et c'est quoi qui n'est pas important de la vie. C'est ça, exactement. Des fois, on va se chicaner pour des banalités, comme je te donne un exemple, quand on est en couple, on va se chicaner pour le ménage ou l'éducation des enfants. Ben l'éducation des enfants, ça, c'est quand même important. Mais tu sais, je veux dire, qui va aller chercher les enfants à la garderie, qui va aller chercher les enfants à l'école, qui va faire le souper. Pour moi, ça, c'est toutes des banalités. J'ai l'impression, en fait, que on dirait que nous, les êtres humains, on apprécie le moment seulement quand il est passé. C'est-à-dire quoi? On apprécie le fait d'avoir été enfant quand on n'est plus enfant. On apprécie le fait d'avoir été jeune adulte quand on n'est plus jeune adulte. On apprécie le fait d'avoir eu des enfants jeunes quand on n'a plus des enfants qui sont jeunes. Pourquoi on se comporte ainsi, à ton avis? Parce qu'on prend la vie pour acquis. Souvent, les gens autour de nous, on va les prendre pour acquis. On va croire qu'ils sont là tout le temps, sont tout le temps là. T'sais. On ne va pas prendre le temps d'apprécier la personne qu'on a devant nous, d'apprécier notre conjoint, d'apprécier nos enfants. Souvent, on va être déjà en avance sur notre temps. T'sais, on va penser au futur, mais on ne prend pas le temps d'être dans le moment présent et d'apprécier les moments qu'on a avec ces gens-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu prends soin du moment présent? Pourquoi tu apprécies maintenant le moment présent? Parce que tu nous as bien expliqué qu'avant, tu étais quelque sorte une people pleaser envers ton premier conjoint, dans le sens que tu faisais tout ce qu'il te demandait. Ou pas dans ce sens-là, mais dans le sens que, genre, même si ça te contraignait, parfois tu disais oui ou t'acceptais. Pourquoi maintenant t'es ta propre priorité? Parce que je me suis longtemps détestée. Je me suis longtemps auto-sabotée parce que je m'aimais pas du tout. Moi, je suivais le chemin de quelqu'un d'autre, je suivais pas mon propre chemin. Puis j'ai compris que pour être heureuse, j'avais besoin de suivre mon chemin à moi. Puis c'est quand j'ai fait le pas pour aller vers mon chemin que j'ai commencé à être plus heureuse, à apprécier la vie, puis à apprécier tout ce que j'avais autour de moi. Puis tu sais, quand tu t'entoures aussi de gens qui veulent ton bien, mais tu es plus heureux aussi. Est-ce que ça serait une bonne analyse de dire que tu es né deux fois? Oui, je suis née 2 fois. Oui, c'est vrai. Je suis complètement une autre personne. Mais j'ai travaillé fort sur moi, à me comprendre. Puis aujourd'hui, je dis toujours à mes clientes que je reçois, c'est de devenir conscient, d'être dans la conscience de comment on vit notre vie. Tu sais, quand il y a des choses qui ne vont pas bien dans notre vie, de prendre conscience pourquoi ces choses-là vont pas bien. Puis qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça change. Oui, prendre conscience de nos comportements, prendre conscience de
ce qu'on a besoin, ce que l'être humain a besoin. Toi, tu as besoin de quoi présentement dans la vie? Moi, j'ai besoin de légèreté. Ouais. J'ai besoin de connecter avec des gens qui sont dans leur cœur et non dans leur ego. Des gens qui sont simples, que j'ai besoin d'être entourée de personnes qui ont envie de s'élever, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de cheminer. Moi, je suis dans ce mindset-là présentement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu en quelque sorte une révélation ou tu as toujours été un peu comme ça dans le fin fond de ton cœur? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était une réalisation, une belle réalisation que tu as eue. Il y a eu un événement dans ma vie. J'ai été en dépression pendant 2 ans. Puis pendant ces 2 ans-là, mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a une grande joie de vivre, qui est toujours de bonne humeur, qui voit la vie. Tu sais, je me lève le matin, puis je vois la vie. Je suis hop la vie, là. Mm-hmm. Puis quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs puis des anxiolytiques, je me suis complètement transformée. Je suis devenue un zombie ambulant. J'avais aucune émotion. J'avais l'impression que j'étais pas moi-même. Puis, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas ça la vie, là. Moi, je suis où, là, présentement, là? Où est-ce qu'est la Brigitte joyeuse d'avant? Puis, tu sais, moi, je m'étudiais par moi-même, puis j'ai commencé à lire sur les antidépresseurs, puis j'ai vu que, tu sais, ça changeait complètement mon comportement. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais me sevrer moi-même des médicaments et que j'allais creuser mes bébites. Que j'allais comprendre le pourquoi j'étais malheureuse. Pourquoi ça allait pas bien dans ma vie, puis pourquoi que je faisais tout le temps ce que les autres voulaient que je fasse, mais que je suivais jamais ce que moi j'avais envie de faire. Puis j'ai creusé. Pourquoi tu étais malheureuse? Parce que j'étais pas moi-même. J'étais l'identité qu'on voulait que je sois. J'ai toujours été la petite fille qui suivait ce qu'on lui disait de faire pour se faire aimer. Parce que j'avais comme un vide à l'intérieur. Je me sentais pas aimée par les gens autour de moi. Puis en faisant, je me disais, mais tu sais, c'était inconscient, là. Si je fais ce que les autres veulent, mais on va m'aimer. Mais quand je faisais ce qu'on voulait, moi, je m'aimais pas. Ouais. Parce que j'étais pas moi-même. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris qu'en étant moi-même, j'allais être heureuse. J'adore ça parce que je permets à plusieurs gens de réaliser présentement que ils sont peut-être pas sur le droit chemin, c'est-à-dire ils sont en train de prendre des décisions pour satisfaire l'extérieur au lieu de satisfaire l'intérieur, c'est-à-dire leur cœur. Exactement. Donc, je pense que tu permets à plusieurs personnes qu'ils sont peut-être en train de divaguer dans leur vie, de retourner sur le droit chemin, c'est-à-dire le chemin de la paix intérieure. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton parcours de vie, c'est quelque chose qui te satisfait? C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu es fier de ta vie jusqu'à présent, en toute sincérité et honnêteté? Je suis très sincère, je ne changerai rien du tout de ma vie. Parce que toutes les personnes qui sont rentrées dans ma vie m'ont enseigné quelque chose. Ils m'ont donné une leçon. Puis, tu sais, le père de mes enfants, on était complètement différents. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu de la chicane, il y a eu, tu sais, des discussions. Mais aujourd'hui, si j'avais pas vécu qu'est-ce que j'ai vécu avec lui, je serais pas aujourd'hui ce que je suis maintenant. Tu sais, j'aurais peut-être pas travaillé sur moi-même à essayer de me comprendre. Puis, tu sais, je le dis toujours que cette personne-là m'a permis d'apprendre à m'aimer. Parce que j'étais tellement malheureuse avec moi-même qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était pas comme ça que j'allais apprendre à m'aimer. Puis, tu sais, les gens qui rentrent dans notre vie, c'est nos plus grands enseignants. Wow. Ouais. J'adore ça parce que ça t'a permis de réaliser, en fait, que peut-être l'avoir connu cette personne-là, ça t'a permis de connaître qui t'es toi-même en tant que personne. Oui. Mais j'aimerais te demander, quand tu penses au père de tes enfants, tu penses à quoi?
C'est un père qui est très présent. Il est très présent pour eux. Tu sais, je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, je respecte qu'il est le père de mes enfants, mais c'est quelqu'un qui est... Je le vois parce qu'il fait partie encore de ma vie, parce qu'on a des enfants ensemble, puis, tu sais, parfois on fait des fêtes, puis il est là. Mais c'est quelqu'un que j'y souhaite pas du tout du mal, même que, tu sais, j'y souhaite de vraiment être heureux dans sa vie. Puis, je suis comme un peu indifférente à lui, tu sais, mais c'est quelqu'un que, tu sais, c'est sûr que j'oublierai jamais, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné la chose la plus importante dans ma vie, mes enfants. Puis, je suis très reconnaissante pour ça. Tu sais, moi, je vois le beau de ce qui en découle de tout ça. Puis, je pourrais jamais le remercier plus de m'avoir donné 2 êtres extraordinaires comme ça. J'adore. J'adore. Même par la séparation, au moins, tu es capable d'admettre qu'il y a eu des coins. Il y a eu des aspects positifs et il y a eu des aspects négatifs. Ouais. Et tu préfères prendre les aspects positifs pour te bâtir en tant que personne et aller vers de l'avant. J'apprécie beaucoup ça de toi. On était deux êtres humains avec nos blessures, puis on a fait de notre mieux. Jamais. Puis on se confrontait avec nos blessures au lieu de se confronter. Ben, c'est même pas de la confrontation, au lieu de se parler cœur à cœur. Puis, tu sais, je pense qu'on apprend à être cœur à cœur en vieillissant avec les épreuves de la vie. Wow. Puis, c'est ça. Tu m'as dit aussi que tu avais fait des expériences fantastiques. Ça va être la première fois que j'aborde ce sujet-là sur mon podcast, mais bon, on est là pour parler de beaucoup de choses. Et tu disais que tu as fait une expérience qui t'a permis de rentrer dans ton subconscient. Pourquoi tu as ressenti? En fait, c'était quoi cette expérience? Parce que tu me dis que tu as utilisé ce qu'on appelle de l'ayahuasca. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'ayahuasca, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi? Je vais l'expliquer au meilleur de mes connaissances. Dans le fond, c'est des plantes qui sont infusées pour faire un thé. Puis c'est un thé qui est hallucinogène, puis qui te permet d'aller dans ton subconscient. Puis comment je pourrais l'expliquer dans mon expérience, c'est que je me suis vue dans des situations dans ma vie où est-ce que j'ai vécu des souffrances. Puis j'ai comme one shot compris ce qui se passait, puis pourquoi je souffrais, puis ça venait de où. Puis en même temps d'avoir vu la souffrance, je guérissais en même temps. Ouais. C'est comme j'étais dans le pardon de tout ce que j'avais vécu. C'est comme, OK, je comprenais, mon cœur il était apaisé. Puis après ça, c'est comme... La guérison se faisait comme automatiquement. Wow. Donc, dans le fond, c'est comme si tu faisais beaucoup de thérapie en one shot. Parce que tu as dit tantôt que faire ça, c'était comme si tu avais fait 10 années de thérapie en 5 heures. Exactement. Ben ouais, c'est ça. C'est à peu près 5 heures, une cérémonie. Fait que c'est 10 ans de thérapie. Tu sais, moi, comme je t'expliquais tantôt, je me suis vue dans le ventre de ma mère. Puis j'ai vu des situations de ma vie où est-ce que... Tu sais, je te parlais de blessures de l'abandon tantôt, puis j'ai vu des situations dans ma vie où est-ce que je me suis sentie abandonnée. Puis j'ai compris d'où ce que ça venait. Puis tu sais, c'est des situations où est-ce que j'étais très, très jeune. Puis je les ai vues, ces situations-là, ces événements de ma vie. Puis j'avais 2 ans, 3 ans. Puis j'ai compris de où est-ce que ce manque d'amour-là venait. Mais... Attends, donc tu t'es vu quand tu avais 2 ans. Mais tu as eu des souvenirs de quand tu avais 2 ans, 3 ans. Tu étais consciente à 2 ans, 3 ans. Sur l'ayahuasca, ouais, j'ai eu les images de ces événements-là, de comprendre où est-ce que mon sentiment d'abandon venait. Puis... excuse-moi de t'interrompre. Donc ça veut dire que les choses qu'on a vues même quand on était bébé, on est conscient, c'est juste que c'est dans notre inconscient. Oui, ils sont tous enregistrés dans notre cerveau. Tout est enregistré. Ouais. Moi, je pensais que c'était comme oublié. Non, c'est pas oublié du tout. Puis je vais même... on n'a pas discuté de ça, mais tu sais, je te parlais des soins que je faisais. Puis pendant les soins, on fait de la réflexologie aussi. Okay. Puis la réflexologie dans les pieds, c'est toutes tes mémoires de 0 à 12 ans. Fait que dans nos pieds, on a des mémoires qui sont
qui sont imprimés dans nos pieds. Je suis foot fétiche, je suis foot fétiche. $50 pour ça. Non, je blague. Ouais, on a des mémoires dans nos pieds qui nous rappellent des événements de notre passé. Wow. Fait que le corps humain est très, très puissant. En fait, est-ce que tu peux expliquer juste rapidement ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Ben là, présentement, je suis encore à l'école, mais je vais être certifiée bientôt. Je suis naturothérapeute en soins quantiques. Puis c'est assez récent. Puis c'est ça, c'est un soin avec plusieurs techniques, dont le breathwork, réflexologie, un peu de posturologie, hypnose, médecine chinoise. Fait que c'est vraiment un amalgame de techniques. Dans le fond, on fait des points de pression dans des points énergétiques et des points d'acupression. Puis, c'est ça, il y a de la manipulation, puis je vais débloquer tout ce qui est blocage dans ton corps, que ce soit des tensions, que ce soit du stress, que ce soit de l'anxiété. Ça aide beaucoup pour les maux physiques. C'est ça, les maladies aussi. Là, tu as dit vraiment... Tu as accompli vraiment beaucoup de choses. Et il y a des gens qui sont vraiment... qui croient pas à ces choses-là, en fait. Ils croient juste pas. Ils diraient quasiment que tu dis du n'importe quoi. Littéralement. OK. Ça serait quoi ton argumentaire face à des gens qui disent des choses comme ça? Parce qu'il y a certains gens qui disent la méditation ou toutes ces choses-là, c'est du n'importe quoi. Et je sais pas mon avis, mais ça serait quoi ta réponse par rapport à quelqu'un qui dirait ça? Ben là, avoir quelqu'un devant moi, c'est ça, je dirais viens vivre l'expérience. Il va dire tu veux juste mon argent. Je blague. Non, mais pour les sceptiques, je suis même prête à le faire gratuitement. Ah ouais? Oh! Ouais. Non, mais de vraiment vivre l'expérience puis de se laisser aller. Tu sais, moi, j'ai une idée un petit peu arrêtée sur la médecine présentement. Tu sais, je trouve que quand on tombe malade, souvent, on va aller chez le médecin va nous prescrire des médicaments, mais la source du mal est où? On ne va jamais à la source, exactement. Tu as totalement raison. C'est exactement ça. Puis tout passe par là. Puis, quand on prend le temps de juste analyser juste un mal, mettons un mal d'épaule, tu te dis, comment ça, j'ai commencé à avoir mal à l'épaule? Encore là, c'est dans la conscience. OK, quel événement est arrivé dans ma vie quand j'ai commencé à avoir mal à l'épaule? Souvent, ça va être comme un événement qui arrive, un stress intense, un trauma qu'on vit, puis boum, il y a un mal qui arrive. Wow. Ouais. Wow. J'adore que ton métier te permet d'aider vraiment les gens dans la vie, c'est-à-dire de passer à travers des stress, des épreuves qu'ils ont dans la vie et pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment très admirable parce que ça te permet en même temps de connecter avec les gens. Parlons de connexion. On vit dans une planète il y a des hommes et des femmes. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Moi, j'y crois pas, sincèrement, parce que j'ai l'impression qu'il y en a toujours un qui espère avoir plus de l'autre. Puis ça, on avait discuté. Moi, j'y crois pas à l'amitié homme-femme. Puis, mais, tu sais, je sais que c'est possible, mais il y a toujours quelqu'un qui espère plus. T'as des amis hommes? Pas vraiment, non. Mais oui, c'est pas vrai. J'ai des amis hommes, mais c'est des garçons qui ont espéré plus de moi. Mais j'ai mis les choses au clair, puis après avoir mis les choses au clair, les hommes continuent à être dans ma vie ou m'ont parlé, me parlent, puis c'est correct, tu sais, c'est clair. Mais je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui espère plus. Ouais. Donc, disons que toi, tu as un copain présentement, tu n'accepterais pas qu'il ait une amie femme, une meilleure amie femme. Oui, je l'accepterais. Oui, je l'accepterais, mais moi, je me fie pas aux paroles, je me fie aux actions. Fait que j'analyserais. Moi, je suis vraiment dans l'analyse. J'aime analyser. Mais tu sais, si c'est quelqu'un qui est déjà dans sa vie depuis très longtemps, puis je vois que la fille
sais, la fille a des bonnes intentions, la fille est correcte avec moi, tu sais, qu'elle essaye pas de me tasser ou, tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Mais, mettons, être en couple, qu'il y a une nouvelle fille qui arrive, puis que là, tout d'un coup, elle veut être amie avec mon copain, ça, peut-être moins. Parce Pourquoi que, tu sais, moins? ben parce que je me dis, il y a une raison pourquoi la fille rentre dans la relation. Pourquoi la fille devient tout d'un coup une amie. J'ai comme l'impression qu'il y en a un des deux qui veut plus. Wow. J'avoue que ouais, c'est rare que quelqu'un va juste vouloir rentrer dans ta vie comme ça. Ouais. Surtout si vous êtes rencontrés, je sais pas, dans la rue, dans une fête ou je sais pas quoi, pour juste être ami avec toi. Donc, moi, je vois que ta pensée sur ça fait beaucoup de sens, en fait. Et j'avais vraiment une belle question. Mais je pense que je viens d'avoir un blanc de mémoire, mais c'est pas plus grave que ça parce que je suis l'improvisateur des improvisateurs, le maître des maîtres en improvisation. Et j'aimerais te demander quelque chose que je trouve très intéressant en fait, et ça vient de me revenir en même temps la question. T'as 47 ans. Mm-hmm. Pourquoi tu es célibataire à 47 ans? Présentement, je suis en train de bâtir quelque chose que ça fait des années que je me cherchais, autant professionnellement. J'ai eu un emploi que j'aimais pas tant, que je croyais aimer, mais que finalement, ça me passionnait pas. Puis là, aujourd'hui, j'ai découvert ma passion, j'ai découvert ce que j'ai envie de ma vie. Puis j'ai comme l'impression que l'énergie que je mets à bâtir, ce que je suis en train de bâtir, m'empêcherait, si, mettons, j'avais un copain, ça m'empêcherait de pouvoir accomplir mes rêves, puis accomplir tout ce que j'ai envie de vivre. Puis j'ai envie de vraiment réussir ma vie. Puis la personne qui rentrerait dans ma vie présentement, ouf, faudrait qu'il soit patient. Puis qu'il soit patient d'attendre que j'ai du temps pour lui. J'ai pas beaucoup de temps même pour moi. Wow. Mais c'est admirable dans le sens que tu admets au moins le fait que tu n'as pas envie d'être en couple présentement et que tu as envie de te concentrer sur l'accomplissement de ton rêve, quelque chose que peu de gens réussissent à faire dans la vie, c'est-à-dire de travailler pour accomplir leur rêve et de 2, l'admettre ouvertement qu'ils ne sont pas prêts à avoir de relation. Ça, je pense que ça demande beaucoup de courage à faire. Mais, tu sais, moi, là, je suis quelqu'un en couple qui donne le meilleur de moi-même. Tu sais, je suis très dévouée. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, je donnerais pas le meilleur de moi-même avec la personne que je serais. Puis je trouve que quand on est en couple, tu sais, il faut donner le meilleur de nous. T'as raison. Parce que tu peux pas être à moitié dans une relation comme ça parce que c'est une relation extrêmement importante. Mm-hmm. Là, on est en 2024. Tu penses quoi de ma génération? Moi, qu'est-ce que je trouve beau de votre génération, puis j'ai des enfants qui sont proches de ton âge, je trouve ça beau que vous allez vers vos rêves. Je vois beaucoup de jeunes faire des voyages, partir à travers le monde, puis tu sais, prendre une année sabbatique à l'école, puis partir découvrir le monde. Tu sais, vous êtes capable, vous avez la capacité de dire, moi, ça me plaît pas, puis je vais aller vers qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Tu sais, moi, je suis plus dans une génération où est-ce que fallait trouver un travail avec un fonds de pension, avec des assurances. Puis, tu sais, ma génération à moi, on suivait plus un moule. Puis j'ai l'impression que votre génération à vous, vous êtes plus dans la liberté d'être. Vous vous permettez d'être libre. Puis je trouve ça beau de cette génération-là. Wow. Ouais.
je pense que tu as raison sur le plan que on essaie d'accomplir vraiment nos rêves et ne pas essayer de fit dans un moule tel qu'il soit. C'est-à-dire, on veut, au lieu de fit dans un moule, on préfère créer le moule qui est fait à notre propre sauce, à notre propre manière, Ouais, qui exactement. correspond à notre propre vision. Et j'aimerais te dire aussi quelque chose, en fait, une question par rapport aux commentaires que tu viens de donner. Là, tu aimes bien notre génération, la génération, on va dire, des... J'allais dire des jeunes, on va dire la Dis pas les génération... personnes âgées, là. on va dire la génération des jeunes, mais tu penses quoi des personnes de ta génération à toi, en toute franchise? Les personnes de ma génération, mais je pense qu'on est un petit peu, on a tous été un petit peu éduqués de la même façon. Puis, on a une vision très, très rationnelle de la vie. Il y a une direction, puis il n'y a pas plusieurs directions, c'est une direction. Puis tout le monde est un peu pareil, tout le monde pense un peu pareil. Mm-hmm. J'aime pas utiliser le mot mouton, là, parce que c'est beaucoup utilisé dans les moutons, mais je trouve qu'on est une génération où est-ce que tout le monde se suit. Tout le monde se suit, tout le monde fait la même chose. Moi, je me sens déjà à part de tout le monde. J'ai l'impression que je suis dans le chaos présentement à changer de carrière à mon âge. Puis, je me sens différente de tout le monde. Puis, je vois beaucoup de gens autour de moi que eux autres continuent à se lever le matin, puis aller au travail, faire du 9 à 5, revenir le soir, écouter la télé. Puis, moi, ça me correspondait pas, mais moi, je trouve qu'il y a plus que ça dans la vie. Puis je trouve ça dommage des fois des gens de notre génération en pensant qu'on est trop vieux, qu'on peut pas rien accomplir parce qu'on est plus vieux. Mais je trouve que, on est encore probablement même juste à la moitié de notre vie. Moi, je dis toujours, je suis à la moitié de ma vie, là, j'ai fait la moitié de ma vie, j'ai encore un autre 47 ans à vivre. J'ai le temps d'accomplir plein de choses. Fait que je pense un peu de ma génération, c'est des fois, on pense qu'on est trop vieux pour accomplir de nouvelles choses, d'aller vers des nouveaux rêves. Puis au contraire, let's go tout le monde! J'apprécie en fait le fait que tu aies dit qu'on n'est jamais trop vieux ou vieille pour accomplir nos rêves. En fait, tu as vraiment raison par rapport à ça parce que il n'est jamais trop tard. Croire, c'est pouvoir. Si tu crois que tu peux faire quelque chose, tu vas être capable de le faire. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà sentie vieille? C'est-à-dire trop vieille. Et là, peut-être, ça peut être un peu un tabou, je sais pas quoi, mais c'est vraiment juste question de savoir parce que dans le sens que quand on est jeune, on se dit peut-être 20, avoir 60 ans, c'est vieux, oh, j'aurais gâché ma vie, oh, il me restera pas assez de temps. En fait, je vais recalibrer ma question. Est-ce que parfois tu te dis, j'ai pas fait assez et il me reste plus de temps? J'ai déjà eu un peu des regrets de ne pas avoir pris action avant. Oui, d'avoir pris action avant. Des fois, je vois ma fille qui est encore jeune, puis qui va vers ses rêves, puis qui travaille fort pour... Puis, moi, j'ai eu l'impression que des fois, j'ai perdu mon temps au travail, dans un travail que je m'épanouissais pas, puis que j'avais peur de faire un move de partir en me disant que peut-être j'allais échouer. Puis, aujourd'hui, je me dis, oh mon Dieu, mettons, avoir 30 ans, là, j'aurais encore beaucoup, beaucoup de temps devant moi pour pouvoir m'accomplir. Puis j'ai comme l'impression qu'à mon âge, des fois, c'est sûr... Ah, j'ai failli faire tomber. Non, j'ai joué à des jeux. J'ai failli faire tomber le micro. Ça avait l'air... Non, je sais pas. J'ai pris de l'ayahuasca. Ouais, j'en ai donné avant qu'on commence. Non, littéralement parce que ça failli tomber. Ça avait l'air comme ça. Je me demandais
ce que tu faisais. Désolé. Là, tu m'as fait perdre mon idée. Je m'en souviens plus. Prochaine question. Non, tu parlais du fait que, par exemple, si tu avais 30 ans, tu aurais eu plus de temps peut-être d'accomplir plus tes ambitions que tu es en train d'entreprendre présentement. Oui, exactement. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, avoir continué dans mon ancien travail, tu sais, je serais proche de la retraite. Mais là, c'est comme je recommence à zéro. Tu sais, la retraite n'est pas envisageable bientôt, là. Wow. Mais je suis tellement passionnée par ce que je fais présentement que le temps compte plus. Wow. Ouais. C'est magnifique. Dans le fond, tu n'as plus l'impression de travailler. Et c'est comme ça un travail devrait être, un travail de rêve. Oui, exactement. Je sais que c'est difficile d'atteindre cet objectif-là, mais je trouve que tout être humain mérite, si il travaille ou elle travaille assez fort, d'obtenir ça un jour dans sa vie. Oui, exactement. C'est important de travailler fort quand tu es jeune et tout, mais c'est sûr que plus l'âge avance, plus tu aimerais faire des choses qui te passionnent, qui brûlent ton cœur au plus profond. Donc, ouais, faut savoir aussi bouger avec stratégie dans la vie pour atteindre ses objectifs sur le long terme. Oui, exact. Ouais. Qu'est-ce que... j'aimerais te poser une question qui est quand même intéressante à mon sens, parce que je me dis, est-ce que tu as accompli quelque chose, en fait, si la toi de 20 ans, quand tu avais 20 ans, si la Brigitte de 20 ans te regardait, elle penserait quoi de toi? J'ai toujours dit que j'étais une guerrière. J'ai toujours pris mon bonheur à cœur. Puis je me suis toujours battue pour mon bonheur. Puis si la Brigitte de 20 ans me voit aujourd'hui, elle va dire « Wow, OK. Toi, t'as vraiment creusé pour arriver à être heureuse. » Puis c'est ça, ça a été mon cheminement de vie, ma quête du bonheur. Puis aujourd'hui, si je regarde mes enfants aussi, c'est une grande réalisation pour moi. Tu sais, j'ai pris mon rôle de mère à cœur. Puis j'ai décidé que moi, mes enfants, j'allais les éduquer. Puis j'allais faire des personnes épanouies puis heureux. Puis je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire avec eux. Puis j'ai réussi à faire ça avec moi aussi. Fantastique. Oui. C'est-à-dire que tu as vraiment évolué. C'est-à-dire que à 20 ans, tu avais peut-être t'avais du travail à faire sur toi-même. Tu réalisais que parfois tu faisais des choses que tu n'avais pas nécessairement envie de faire pour plaire aux autres. Et que maintenant, quand tu as dit « Wow », j'ai vraiment apprécié ça dans le sens que genre, on ressent que tu viens de loin. Oui. Est-ce que ça a été facile de faire un tel parcours? Parce que là, tu l'expliques calmement. Est-ce que tu as souvent pleuré dans ce processus? Non, moi, je pleurais pas du tout. Moi, j'étais quelqu'un qui était en colère. Je vivais beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Puis, j'aimais pas cet aspect-là de moi parce que quand il se passait des choses dans ma vie, au lieu de les pleurer, j'étais fâchée, j'étais vraiment colérique. Puis, j'ai cherché à comprendre d'où ça venait. Puis, tu sais, quand on commence à creuser nos bobos, des fois, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est pas toujours le fun. Puis, mais je pense que le fait d'accepter que c'est là, puis que tout ce qu'on peut faire, c'est évoluer avec ça, ben, en apprenant à se comprendre, en apprenant à se connaître, puis surtout en apprenant à s'aimer, ben, on dirait que la colère a comme disparu. Wow. Oui, la colère a disparu, puis... tu sais, l'être humain, là, en fait, là, est venu sur Terre pour aimer et être aimé. L'être humain, c'est ça qu'il a besoin. Fait que, tu sais, moi, je l'ai compris aujourd'hui. Tu sais, s'aimer soi, puis donner de l'amour. C'est ça qui est important. J'adore ce que tu viens de dire, que l'être humain est fait pour aimer et être aimé. Donc l'amour, c'est la solution pour ce monde. Oui. Est-ce que tu
reçois assez d'amour à ton goût? Énormément. Oui, énormément. Vraiment beaucoup d'amour. Mais c'est quand on change la perception avec nous-mêmes, qu'on apprend vraiment à s'aimer nous, qu'on attire l'amour autour. Tu sais, quand tu cultives l'amour, là, puis tu donnes l'amour, tu vas juste recevoir de l'amour. Tu sais, moi, je crois au karma, mais tu sais, ça va aussi dans tout ce qui est positif. Ce que tu vas donner, tu vas récolter. Et si tu donnes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Si tu donnes de la haine, tu vas récolter de la haine. Puis, tu sais, moi, je suis comme plus dans un processus maintenant de répondre du bon autour de moi. Puis, ça me revient au centuple. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique de voir à quel point que se regarder à l'intérieur, affronter ses peurs, prendre le courage d'être soi-même peut nous apporter à une joie interne, à un alignement parfait entre notre vie extérieure et notre cœur. Exactement. Je pense que c'est ça que tu représentes, alignement entre le cœur et sa vie, qui permet de vivre, en quelque sorte, un paradis sur Terre. Mm-hmm. Mais je dis pas que, tu sais, j'en vis pas des émotions, j'en vis comme tout le monde. Vraiment, j'en ai des émotions, mais au lieu de retourner ça vers l'extérieur, je prends un moment d'introspection avec moi-même, de comprendre ça vient de où ces émotions-là, puis qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement, puis quelle partie de moi est blessée, puis... C'est une question un peu choc, mais j'ai besoin de faire ça dans ce podcast. Est-ce que parfois, les gens de ta génération te regardent et disent « Est-ce que cette femme a pété les plombs? Pourquoi elle a changé sa vie à 180 degrés? Pourquoi? » Les gens autour de moi? Ouais. Est-ce que parfois tu sens un jugement par rapport à tes choix de vie présentement? Mais je vais être très honnête avec toi, je me pose même pas la question. Je me pose même pas la question. Moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Peu importe qui pense quoi de moi. Tu sais, je me dis, c'est pas les autres qui vont vivre ma vie, là, c'est moi-même. Fait que toi, tu penses que je fais des mauvais choix, ça t'appartient à toi. Mais ma vie à moi, c'est qui va la vivre, c'est moi-même. Fait que, tu sais, pour vrai, je me fie pas vraiment au jugement des autres. Puis si les gens ont des jugements, ben, je veux même pas le savoir. Ça m'intéresse même pas de le savoir. Tu sais, j'ai quand même un caractère assez... fort. Je suis quelqu'un qui a un caractère fort, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en dedans de moi, de ce que les autres pensent de ma vie, ça m'appartient pas. Ouais, j'adore ça parce que au moins tu laisses le jugement extérieur pour vivre la vie que tu as envie de vraiment vivre et t'en foutre un peu de ce que les gens pensent parce que tu sais c'est quoi qui te rend joyeuse en tant que personne. Ouais. Mais en disant ça, j'ai eu quand même un petit sens. Dans le sens que on dirait, j'ai l'impression que peut-être tu as l'air d'un agneau à première vue. Mais non. Est-ce qu'en réalité t'es un crocodile? Parce que je t'ai présenté comme un agneau toute la soirée, mais... Non, je suis pas un agneau. Est-ce que t'es quelqu'un de sévère? Parce qu'on dirait, j'ai un peu ressenti légèrement ça sur ta dernière phrase. Sur ta dernière interaction, ouais. Non, je suis pas sévère. Je suis quelqu'un qui a un très, très grand cœur. Uh-huh. Mais ma polarité est aussi, aussi grande. OK. Oui, c'est ça. C'est comme je suis très, 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 très gentille. Mm-hmm. Mais je suis une maman lionne. Hein? On fait pas de mal à mes enfants. Puis Uh-huh. on fait pas de mal aux gens que j'aime. Puis je suis quelqu'un qui... je suis quelqu'un qui va aller au front, là. J'adore ça. Ouais, J'adore ça. Tu te laisses pas marcher sur les pieds. Non.
du tout. Et j'aime le fait que tu aies abordé tes enfants parce que ça me permettrait de pivoter sur ça. Tu as un enfant homme et tu as un enfant femme. Oui. Est-ce que tu les traites différemment? Je les ai éduqués de la même façon, mais oui, je les traite différemment parce que mon fils, c'est quelqu'un de plus rationnel, plus cartésien. Puis ma fille est un peu plus comme moi, un peu plus bubbly, un peu plus... je sais pas comment l'expliquer, mais un peu plus dans le feeling, dans le sentiment. Dans le lâcher prise. T'sais, mon fils est très conservateur, mais elle est plus un peu plus liberté, plus... Fait que, tu sais, les conversations sont vraiment différentes avec les deux. Mais l'éducation est la même pour les deux. Elle est vraiment différente. L'éducation est pareille pour les deux, mais les discussions sont différentes avec les deux. Donc, tu n'as pas eu l'impression d'être plus sévère avec l'un ou l'autre? Non, du tout. Du tout. Moi, chez moi, il y avait beaucoup de communication. Puis, qu'est-ce que je pense que mes enfants ont vraiment apprécié, c'est qu'avec moi, ils se sont jamais sentis jugés. Tu sais, ils pouvaient me parler... tu sais, moi, si tu veux être médecin ou que tu veux être... Stripteaseur, non? Ouais, encore là. Ah ouais? Pourquoi tu choisis ce métier-là? Mais non, mais tu sais, je veux dire, peut-être que je ferais comme, oui, OK, mais tu sais, j'aurais une discussion avec, tu sais, pourquoi tu veux faire ça? Tu sais, je pense que tout se dit, c'est de la façon de le dire. Puis, c'est ça, tu sais, il y a mon cœur de maman qui ferait comme « Oh, OK, mais... » Tu sais, moi, je suis là pour supporter mes enfants parce que je me dis que s'il arrive des épreuves, à qui j'ai envie qu'ils viennent se confier quand ça ira pas, mais c'est à moi. Je veux qu'ils viennent me voir puis qu'ils puissent être capables de me parler de n'importe quoi puis de se sentir supportés et non se sentir jugés. J'adore ça. Ouais. Tu prends conscience de l'importance d'être un point de repère pour tes enfants. Oui. Est-ce que tes parents étaient un point de repère pour toi? Non, du tout. Non, pas du tout. J'ai longtemps... Je me suis longtemps posé la question pourquoi j'avais beaucoup d'insécurité. Puis, je me suis rendu compte que j'ai toujours été supportée matériellement. Tu sais, j'ai pas manqué de rien, mais j'ai manqué tout ce qui était niveau émotionnel. Ouais. J'ai pas eu de support émotionnel. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai longtemps été un people pleaser, si on veut. Je voulais être aimée. T'as pas eu de support émotionnel? Non, du tout. Du tout. Non, c'était quand même assez sévère chez moi. J'ai jamais été battue, rien du tout. C'est comme ça, j'ai rien à dire sur ce côté-là, mais j'ai eu des parents qu'on ne vivait pas nos émotions. Pleurer, on pleure pas. C'était très, très froid, très... il n'y avait pas tant d'écoute. Quand tu vis quelque chose, ben, tu le vis avec toi-même, puis... Et c'est tout? Ouais, c'est ça. Est-ce que t'en veux à tes parents? Du tout. Du tout. Parce que je comprends aujourd'hui que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les blessures qu'eux avaient. Parce que, tu sais, ça découle, tu sais, quand nos parents agissent d'une certaine façon, c'est que ça découle de nos grands-parents qui ont agi d'une certaine façon, qui découle de leurs parents à eux. Puis, tu sais, on vient tous sur Terre, puis on vient tous avec des blessures, puis on éduque nos enfants avec nos blessures, puis on fait du mieux qu'on peut. Tu sais, moi, probablement que plus tard, mes enfants, ils vont m'en vouloir pour quelque chose, puis j'espère de tout mon cœur qu'ils vont être capables de venir me le dire, puis de dire, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Ben ça, j'ai pas apprécié, puis à cause de ce comportement-là, ben, j'ai vécu telle chose, puis, tu sais, moi, j'aurais aimé ça que mes parents puissent avoir cette discussion-là avec moi, mais je comprends aussi avec les années qu'ils ont fait du mieux qu'ils peuvent avec qu'est-ce qu'eux avaient comme
qu'est-ce qu'eux avaient comme outil. T'es une bonne personne. Je pense que oui. Je pense que oui. Non, mais c'était une bonne personne dans le sens que t'es une bonne personne dans le sens que tu vois le positif, même dans les choses difficiles. Ouais. Tu Ouais. vois la lumière au bout du tunnel. Tu vois un verre à moitié plein. Mhm. Au lieu de dire à moitié vide, tu dis qu'il est à moitié plein. Ouais. J'ai l'impression que tu es une personne positive. Ou en tout cas, peut-être qu'avant, tu n'étais peut-être pas positif, mais en tout cas, présentement, je trouve que tu es une personne positive. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à une jeune demoiselle de 25 ans qui se cherche présentement dans la vie, elle ne sait pas quoi faire, ou comment se repérer, ou comment progresser, comment avancer, c'est quoi tu diras à cette jeune demoiselle? Premièrement, d'arrêter de chercher l'attention à l'extérieur, de prendre conscience de ses comportements, puis d'aller voir à l'intérieur d'elle pourquoi elle a des comportements comme ça. Tu sais, arrêter d'aller chercher l'amour de peu importe qui, de cet amour-là qu'on cherche des autres, de se la donner à elle-même. Oui. Puis ça, c'est en fait en posant des actions, en posant des petites actions à chaque jour sur les choses qu'on aime, sur qu'est-ce qui nous fait du bien. Tu sais, quand on est, tu sais, comme quand on est occupé à vivre de nos passions, tu sais, quand on est occupé à s'accomplir dans notre vie, là, on cherche pas l'amour ailleurs. On cherche, tu sais, l'amour, on se la donne à nous-mêmes. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. T'as extrêmement raison sur ce point-là, dans le fond, que en suivant ses passions, tu peux avoir cet amour-là par toi-même, parce que ta vie va devenir très plaisante à vivre, parce que tu fais des choses que tu aimes chaque jour. Ouais, exact. J'aimerais, en même temps, renchérir sur quelque chose que tu viens de dire, en fait, et je pense que tu l'avais déjà répété quand on mangeait tantôt, mais j'ai l'impression que tu as l'impression que dans notre génération, les gens cherchent l'amour. Ouais. Pourquoi tu as cette impression-là? Pourquoi tu penses qu'on cherche l'amour? Mais moi, je pense que ça, c'est un problème de société. Tu sais, les parents aujourd'hui sont obligés de travailler les deux. Souvent, tu as le père et la mère qui travaillent les deux. Tu as moins de temps pour tes enfants, moins de temps à accorder à tes enfants. Puis, tu sais, souvent, avec le rythme de vie de fou, tu sais, le parent qui travaille, après ça, va chercher l'enfant à l'école, après ça, doit préparer les soupers, doit faire les devoirs. Puis, je trouve que les parents manquent de temps pour être avec l'enfant, puis prendre le temps de connecter avec son enfant. Puis je pense que qu'est-ce qui manque aujourd'hui, c'est la connexion parent-enfant. Puis ça fait en sorte que quand il y a comme une carence émotionnelle, ben cette carence-là, on va la chercher à l'extérieur, malheureusement. Ça, c'est qu'est-ce que moi, j'ai constaté. Mais c'est ça, c'est un peu ma croyance à moi. Peut-être que je me trompe, tu sais, j'ai pas... Ah non, je riais, mais je me moquais pas de ton point. Je me moquais d'autre chose, mais je me moquais pas de ton point. Dans le sens que c'est comme si tu disais que c'est une génération de libertins. Oui, c'était plus dans le sens... Dans le sens que si t'es prêt à donner l'amour à tout le monde, ça veut dire que t'es un peu libertin. C'est plus comme ça que j'avais interprété, mais... Mais est-ce qu'au fin fond, les gens ont besoin vraiment d'aimer tout le monde ou ils ont besoin de se faire aimer? C'est plus ça. Ouais. Ok, ils veulent se faire aimer. Ouais. En fait, c'est une bonne distinction que tu viens de faire là. Ouais. Le désir de plaire aux autres. Ouais. Toi, en tant que personne qui est passée par cette phase-là, du désir de plaire aux autres au désir de se plaire soi-même, ça serait quoi un conseil pour quelqu'un qui ressent ce besoin de plaire aux autres mais qui est malheureux comme tu l'étais?
un conseil à donner, Mhm. c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à savoir vraiment qui on est. Qu'est-ce qu'on aime. Tu sais, des fois, on n'a pas d'identité du tout. L'identité qu'on a, ça a été forgé par quelqu'un d'autre. Puis quand on apprend à se connaître puis à découvrir la personne qu'on est sur les choses qu'on aime, sur nos valeurs, sur nos principes, sur nos convictions, sur le travail, tu sais, on est plus en mesure après ça de mettre nos limites puis de dire, mais tu sais, ça c'est moi, je suis cette Non. personne-là. J'adore. Tu donnes vraiment des bons conseils et tout, pour vrai. Et j'aimerais faire une remarque finale, en fait, ou une observation. Est-ce que tu en veux à la société de vendre une image fausse, un rêve irréaliste, des standards, des valeurs inadéquates? J'en veux pas à la société, mais je trouve que les choses devraient être faites différemment. Je trouve que encore là, on essaye de mettre tout le monde dans le même moule. Puis je trouve que les gens devraient être plus libres d'être qui ils ont envie d'être. Tu sais, là, présentement, on se fait contrôler beaucoup par le gouvernement, puis je pense que plus que ça va aller, plus que on va être encore de plus en plus contrôlé, puis ça va faire en sorte que les gens vont être encore dans un moule, puis ça va faire en sorte que les gens vont être de moins en moins heureux parce qu'ils vont se sentir comme enchaînés à faire ce qu'on leur dit de faire. Wow. La sagesse. Moi, j'ai sorti de ça. Non, mais c'est important de le dire, c'est important. Dans le sens que ta perspective de la vie, ta vision de la vie nous apporte un angle très intéressant aujourd'hui, surtout pour les personnes Attends, quoi? Vas-y. Qui ont la même expérience que moi, pour les personnes de ma génération, on va dire. C'est rafraîchissant de parler à quelqu'un qui a plus d'expérience que nous et apprendre de cette personne-là, c'est rafraîchissant parce que ça nous permet de ne pas faire des erreurs que toi, tu as pu faire par le passé et ça nous permet d'économiser du temps et aussi juste de dire « Ah, c'est tellement beau la vie », c'est-à-dire que oui, on se voit comme ça dans la rue, mais on a tous eu des histoires très complexes. C'est ça qui est magnifique de la vie et c'est ça que j'adore de ce podcast-là. C'est de parler à des gens qui ont des histoires juste fantastiques, qu'on verrait dans la rue et on ne saurait même pas qu'ils ont passé telle ou telle épreuve. Et j'adore vraiment ça de ce podcast-là. Je te remercie beaucoup, Brigitte, Ça d'être m'a fait venue pour vraiment moi. plaisir. C'était une conversation très, très, très agréable. J'ai appris beaucoup. Et ça remet en perspective sur le sens que faut profiter de la vie, il faut être heureux dans la vie, il faut être joyeux dans la vie, on le dit, mais c'est important d'être joyeux dans son quotidien. Oui, exactement. Est-ce que tu aimerais partager un message avant juste de clore cet épisode? J'aimerais ça dire aux gens de suivre leur chemin, suivre leur vérité, suivre vraiment ce qui vibre à l'intérieur d'eux. Oui. Amen. Amen. Mais bien évidemment aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que une grande partie de ceux qui regardent aussi ces podcasts-là, malheureusement, vous oubliez de vous abonner. Donc, si vous aimez vraiment ce projet-là et vous aimeriez que ça continue dans le futur, s'il vous plaît, continuez à partager les épisodes. Continuez à regarder les épisodes complets et parler de la mission, parler de Parlons-nous, parler de c'est ça. Reparler des conversations qu'on a eues ici et parler de ça avec votre famille, avec vos collègues, avec tout le monde. Parce que le but, c'est de créer un débat, c'est de créer une plateforme où on se parle et on s'écoute. Merci beaucoup et à la prochaine.